Tariq Ramadan, merci d'être avec nous pour cette première réaction, donc depuis Paris, concernant l'attentat de Charlie Hebdo. Vous, cet attentat, vous l'avez condamné très nettement, mais dans la société française, concernant la communauté musulmane, il y a encore des soupçons. Ils manifestent pas tous, ils sont dubitatifs face aux caricatures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je pense qu'il faut être clair sur les faits. À partir du moment où on doit se prononcer sur des faits, il faut être clair. Les faits, c'est qu'il y a eu des journalistes, des dessinateurs qui ont été tués, et ça, c'est inacceptable. Quelles que soient les interprétations qu'on aurait par ailleurs, il faut condamner, et de surcroît, quand ceux qui les ont faits, ces meurtres, qui ont assassiné ces journalistes, ont fait une référence à l'islam. Donc il faut, un, être clair sur la condamnation, deux, dire clairement que ces activités, ces actions, ces attentats, ces actes de violence extrémiste sont contre les principes de l'islam. Et puis après, on peut rentrer dans un deuxième temps dans une analyse. Mais il faut prendre des positions de principe très claires. D'accord. Donc après ces attentats, Tariq Ramadan, on a vu un soulèvement, une grande mobilisation en France. Je suis Charlie, je suis Charlie. Est-ce que vous, Tariq Ramadan, vous dites je suis Charlie? Moi, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par « je suis Charlie ». Je veux dire que s'il s'agit de la condamnation de ces actes, s'il s'agit de promouvoir la liberté d'expression, s'il s'agit de défendre le droit de chacun de dire ce qu'il veut, oui, il faut soutenir ceci. Maintenant, vous êtes Charlie? Non, moi je suis Charlie dans l'expression de ceci. Je ne suis pas Charlie dans l'instrumentalisation, dans la récupération politique, dans cette espèce de... on ne sait plus qui dit quoi quand il dit qu'il est Charlie. J'ai critiqué les caricatures, j'ai critiqué les journalistes, j'ai eu des débats avec eux, je n'étais pas d'accord avec leur façon d'user de leur liberté d'expression tout en défendant le droit de le faire. Et donc à partir d'un certain moment, je ne vais pas changer mon propos après la tragédie. La tragédie, il faut la condamner, maintenant il faut garder des principes extrêmement clairs. La liberté d'expression, oui, si c'est cela qu'on veut dire, mais s'il s'agit de célébrer leur façon d'user de leur liberté d'expression à géométrie variable, parce qu'ils ne s'attaquaient pas de la même façon à toutes les personnes et à toutes les communautés religieuses, par exemple. J'ai condamné leur licenciement de ciné. À partir de là, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut dire. Donc, j'aime pas beaucoup les slogans. Je n'aime pas les slogans qui sont si vous voulez, un rassemblement émotif, alors que moi, je préfère les unités rationnelles et raisonnables. D'accord. Charlie Hebdo a publié un nouveau numéro pour répondre. C'est le numéro des survivants. En une, le prophète Mahomet qui pleure. Tout est pardonné. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette une? Pas grand-chose, ce que ça avait été avant la mort des journalistes. Je pense que j'ai toujours dit aux musulmanes et aux musulmans d'Europe comme des États-Unis, comme du monde majoritairement musulman, qu'il fallait prendre une distance critique par rapport à cela. Je pense que la liberté d'expression, il faut la défendre. Je pense aussi que quand on a des droits, il faut savoir en user de façon responsable. Donc voilà, je veux dire que pour ce qui me concerne, c'est un humour auquel je n'adhère pas, qui ne me touche pas, qui ne me fait pas rire. Et donc je prends beaucoup de distance par rapport à ça et j'appelle les musulmanes et les musulmans à ignorer finalement la substance de ce qui est fait, condamner ce qui doit être condamné et puis se retrouver sur les principes communs qui feront la France d'aujourd'hui et de demain, qui doivent faire la France d'aujourd'hui et de demain et qui passent aussi par le respect des femmes et des hommes dans leurs convictions et dans leurs appartenances ou dans leurs origines et dans le projet commun de la France. Vous êtes philosophe, vous êtes théologien de l'islam, donc est-ce qu'on a le droit de caricaturer le prophète ? Ou comme certains imams disent, oui, on a le droit, c'est Dieu qu'il ne faut pas caricaturer. En islam, est-ce qu'on a le droit? Donnez-nous votre point de vue. Je pense que ce n'est pas une question de droit. Vous avez le droit. En islam, il n'y a rien d'interdit ou il y a quelque chose qui est interdit? En islam, ce n'est pas simplement par rapport au prophète, c'est par rapport à toutes les figures religieuses. On a une attitude qui est une attitude de pondération et de respect. Et ça, c'est partagé d'ailleurs par le bouddhisme, par l'hindouisme, par le christianisme, par le judaïsme. Ce n'est pas spécifiquement musulman. Mais est-ce qu'en islam, on peut dessiner le prophète? Non, majoritairement, mais ce n'est pas la seule opinion, on ne dessine pas les prophètes. Donc on ne les caricature pas, ce faisant. Et ça vient d'où? C'est une tradition? C'est l'idée qu'en fait,
Dieu seul est un être d'adoration et qu'on ne représente pas les êtres humains qui sont destinés à être des chemins qui nous mènent à lui. Donc c'est l'idée même du rapport au divin, où on n'a pas de représentation. Vous entrez dans une mosquée, il n'y a pas de représentation. Ce n'est pas la même chose que dans la tradition chrétienne de ce point de vue-là. Mais il faut faire attention, il y a l'idée de dessiner, puis ensuite il y a l'idée de se moquer ou de caricaturer. Et je pense que dans tous les cas, ce que les musulmanes et les musulmans d'aujourd'hui doivent comprendre, c'est que ce qu'ils considèrent comme des attaques et qui sont déterminées par d'autres comme leur droit à l'expression, c'est là où il faut trouver un terrain d'entente intellectuelle et pluraliste. C'est-à-dire que oui, faites ce que vous avez envie de faire, c'est votre droit, tout en comprenant que le droit à se moquer n'en fait pas un devoir et qu'on peut aussi savoir user de ses droits de façon sage. Vous parliez de la société musulmane, des musulmans en France. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, avec ce drame, un raté de l'intégration en France? On le voit de plus en plus dans les quartiers, dans les cités, des groupes salafistes qui n'ont même plus de lien avec les services publics, qui sont entre eux, qui se renferment. Est-ce qu'il n'y a pas un raté quelque part? Il faut qu'on fasse extrêmement attention à ces conclusions-là, parce que c'est exactement ce que veulent les violents et les extrémistes, et ceux qui sont les littéralistes. Ils veulent exactement qu'on arrive à cette conclusion. Nous sommes en train d'échouer. Or, il faut regarder les faits et il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, ce dont on parle, ce sont des marginaux, ce sont des gens qui sont à la marge. Même les mouvements les plus littéralistes, même s'ils grandissent, restent totalement marginaux par rapport à l'immense majorité des Français de confession musulmane, qui aujourd'hui sont en train de sortir des ghettos géographiques, sont en train de sortir des ghettos intellectuels, sont en train d'être dans tous les corps de métier. C'est le contraire qui est en train de se passer. C'est en fait la nouvelle visibilité que l'on voit dans les médias, que l'on voit dans l'enseignement, que l'on voit dans les champs sociaux, partout, dans tous les corps sociaux, sont en train de montrer que les choses sont en train de se faire. Et c'est ça le problème, c'est que cette majorité qui a réussi ce passage, qui est en train de le montrer, elle est silencieuse. Elle ne fait pas la une. Et donc il faut faire attention, la une qui dérange ne doit pas nous faire oublier le silence dans l'histoire de ceux qui sont en train de s'installer et qui sont en train de faire la France de demain. Si on tombe dans le travers de dire « Ah, l'intégration a échoué », c'est exactement ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils sont en train de dire, par exemple en Syrie et en Irak, c'est de dire « Regardez, en Occident, on ne vous respecte pas, on ne vous aime pas, on ne vous donne pas d'emploi ». Il y a des faits qui correspondent à ça, mais la grande... vous pensez que c'est un piège tendu par les extrémistes Non, je dirais que c'est un piège dans deux sens. D'abord, les violents extrémistes ont envie de jouer sur ces frustrations-là, d'alimenter cette idée que vous voyez, vous n'êtes pas bien accepté, vous êtes stigmatisé, on n'aime pas l'islam, donc c'est eux contre nous, nous contre eux. Et d'un autre côté, tous les mouvements populistes, d'extrême droite, qui sont en train de jouer sur la peur, et pas simplement l'extrême droite. Malheureusement, ce que je dis depuis tellement longtemps, c'est que le grand danger, ce n'est pas que l'extrême droite monte, c'est que son discours se normalise, qu'on l'entende à gauche, qu'on l'entende dans les partis de droite traditionnels, et qu'on continue à dire « Ah, ben on a un problème d'intégration ». En fait, ce pourquoi vous n'arrivez pas à être français, c'est parce que c'est votre religion ou votre culture. Non. On a de la peine aujourd'hui à avoir accès à des emplois parce qu'il y a du racisme structurel, parce qu'il y a de l'islamophobie, parce qu'il y a du chômage qui touche majoritairement les cités et les banlieues, parce qu'il y a une éducation à deux vitesses, parce qu'il n'y a pas de vrai programme social. Voilà le vrai problème. Donc si on tombe dans l'intégration à échouer, on fait le jeu des deux pôles de l'extrême qui alimentent les confrontations. Mais sur les frères Kouachi, sur Amédi Koulibaly, est-ce que c'est pas un échec de l'intégration sur ces cas précis de ces gens-là? Des cas précis, attendez, c'est-à-dire que ce sont effectivement des gens, c'est ce que je disais moi avec Mera, et on me l'a beaucoup reproché en France, en disant mais attendez, regardez son parcours, il y a des vrais ratés effectivement en termes d'intégration par le social, mais c'est pas une question d'abord qui est religieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a essayé de trouver du travail, il n'en a pas eu, il était en contact même avec des services français, il a été systématiquement rejeté de son processus où il était. Mera. Et donc les
autres, c'est un tout petit peu la même chose. On s'aperçoit qu'on a des parcours où il y a des échecs de l'intégration par le social. Ça n'a rien à voir avec le religieux. Ensuite, on va chercher dans le religieux ce qui a été absent dans la reconnaissance de l'individu, dans sa formation scolaire, dans sa formation professionnelle. Il faut bien qu'on fasse très attention à ça. En France, aujourd'hui, il va falloir qu'on se réveille, les politiques. Il va falloir arrêter d'islamiser les questions sociales. Il va falloir arrêter d'ethniciser ces questions-là. Aujourd'hui, on a besoin de vraies questions. Donc, revenir après ces questions-là uniquement à la question de l'islam, à la question de l'intégration du religieux, c'est tomber dans le piège de ceux qui ont envie de nous mettre les uns contre les autres, qui ne voient pas la France comme un projet commun de la diversité, mais comme une exclusive qui cherche des coupables à ces déséquilibres politiques et sociaux. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu angélique, la vôtre, de ne pas voir ces salafistes? Ces salafistes qui vous parlent, hein, ils vous prennent pour quelqu'un de très progressiste, un koufar, comme on dit. Oui, ils me sortent de l'islam, mais moi je les vois très très bien. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent que je trahis l'islam, que je trahis les références. Je veux dire, moi, dans 6 pays majoritairement musulmans, je ne peux pas entrer, dont en particulier l'Arabie Saoudite, parce que j'avais appelé à ce que l'on cesse le code pénal et je fais la critique d'un État qui est un État dictatorial. Mais aujourd'hui, je ne suis pas aveugle par rapport à ces mouvements-là. Je regarde simplement, comme je vous l'ai dit, les faits et les chiffres. Et le mouvement historique, c'est un mouvement historique qui est plus positif. Je parle même d'une révolution silencieuse dans l'intelligence de la jeunesse et de ceux qui sont moins jeunes. Maintenant, il faut qu'on arrête aussi de parler de jeunesse. Il y en a qui ont 40 ans, qui ont maintenant, on est en train d'atteindre la 3e, 4e génération. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est positif. Et ce que je dis aux politiques français, au lieu de ne pas voir la très grande majorité au nom de quelques noms qui n'y arrivent pas, peut-être faudrait-il utiliser la grande majorité pour qu'on réussisse mieux avec ceux qui n'y arrivent pas. On est dans une politique qui est le contraire du bon sens. Au lieu de s'appuyer sur les Français de confession musulmane qui pourraient parler à ceux de l'intérieur qui sont en train de dériver, on s'occupe de ceux de l'intérieur qu'on met en avant médiatiquement et on oublie l'immense majorité silencieuse. C'est le contresens. Mais justement, pourquoi il n'y a pas un problème de l'islam de France? Est-ce qu'il n'y a pas un islam de France qui devrait émerger avec ces événements? On voit pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de paroisses, si je puis dire. Le CFCM. Mais là, il y a aussi une responsabilité. C'est une responsabilité. Vous avez raison, c'est une responsabilité d'abord des musulmans de savoir s'organiser, de savoir travailler sur le terrain ensemble, c'est vrai. Nous avons un vrai problème d'autorité à l'intérieur, nous avons une crise d'autorité, nous avons une crise de la diversité. Au lieu de gérer la diversité, nous sommes en train de subir la division, ça c'est vrai à l'intérieur, vous avez parfaitement raison. Ajouter aux interprétations islamiques les différences d'origine avec des ambassades qui jouent, les Algériens, les Marocains, les Turcs, les convertis, on est dans une espèce de chaos qu'il va falloir regarder en face, vous avez raison, mais d'un autre côté, il faut que les politiques, il faut que les autorités locales jouent aussi cette vraie carte de l'islam de France. Moi, je dis même l'islam français. Islam par les principes universels, français par la culture. J'ai aucun problème à dire ceci, mais moi ce que j'aimerais c'est que les autorités politiques, elles parlent avec les citoyens. On ne me parle pas à moi par l'intermédiaire de mon ambassade d'origine, on me parle à moi comme citoyen. On nous parle d'élus à électeurs et non pas par une perception que j'appartiens encore. Après 3 générations, je suis d'origine immigrée. Mais ça va pas. Ça va pas. Le problème, c'est pas l'intégration, mon intégration en France, que pourraient dire les jeunes, c'est l'intégration dans l'intelligence des politiques qui nous gouvernent. Le problème, c'est qu'on n'est pas intégré dans leur tête encore. C'est ça le vrai problème. La question qui se pose aussi, elle est un peu fondamentale, philosophique, est-ce que l'islam, il est soluble, selon vous, dans la République? Il y en a qui pensent que non. Hein. Des millions. Houellebecq, Zemmour disent que c'est pas possible, il y a une contradiction totale. Oui, mais les mots sont violents, on accepte. Cela surfe sur le populisme et surfe sur la normalisation d'un certain type de racisme et d'un certain type de stigmatisation. Et là, il faudrait un vrai débat sur ces questions-là. Mais vous me posez la question de savoir s'il est soluble. Mais écoutez, regardez les chiffres, encore une fois, des millions de Français de confession musulmane, des millions d'Européens de confession musulmane, des millions encore d'Occidentaux de confession musulmane sont des démocrates, participent à la vie quotidienne, ont une participation réelle à la construction du pays. C'est une valeur ajoutée aux États-Unis, au Canada, en Europe et en France. Donc bien sûr qu'ils montrent aujourd'hui
qu'ils participent de l'avenir de la France. Mais à une seule condition, c'est que le récit français, c'est que le récit commun, c'est que la nation française doit comprendre aujourd'hui, politique d'abord, journaliste ensuite, intellectuel toujours, que l'islam est une religion française, que ça participe de cet avenir-là, qu'on ne fera pas une France sans l'islam et qu'il faudra faire une France avec les musulmans, les citoyens, et que ceux-ci sont une valeur ajoutée. Il n'y a pas que Zidane, il n'y a pas que ceux qui font rire la France, il y a ceux qui construisent tous les jours, qui se lèvent tous les matins à 7 heures, qui construisent la France par les médias, qui construisent la France par le travail. Il faudrait qu'on les voie, il faudrait qu'on ouvre les yeux. Dernière question, Tariq Ramadan, votre personnalité, vous-même, fait polémique pour beaucoup. Alors, il y a certains qui disent, oui, il a un discours très progressiste devant les télés, devant les radios, devant les médias, mais devant ses fidèles, dans des cercles plus restreints, il a un discours plus conservateur, plus dur. Est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire. Est-ce qu'il y a vraiment un double discours? Écoutez, Tariq Ramadan, double face. Écoutez, quand on ne sait pas quoi dire sur mon discours, il faut qu'on suppose que j'en ai un autre. Allez sur ma page Facebook où il y a plus d'1 million de personnes, j'ai les choses en 3 langues. Où il est ce double discours? S'il n'est pas sur Facebook, s'il n'est pas sur mon site internet, où est-ce que je vais? Les musulmans qui m'écoutent seraient totalement, auraient l'intelligence complètement pervertie de penser que je dis une chose sur Facebook, une chose sur mon site et une chose dans les mosquées. Mais qui me suivrait? Par contre, certains de ceux qui sont pris comme des représentants de l'islam en France, eux, ils n'ont pas du tout de contact avec la base. Donc aujourd'hui... Vous parlez de qui? Je parle de ceux qui apparaissent, Chalgoumi et compagnie. Je veux dire, qui représente-t-il? Vous savez, avec les événements, je suis intervenu dans tous les médias du monde, à l'exception pratiquement des médias français. Pourquoi, selon vous, alors? Mais parce qu'on me diabolise, parce qu'il y a des choses en France qu'on n'a pas envie d'entendre, dont certains n'ont pas envie d'entendre. Mais avec le temps, il y a des surdités qui vont changer. Mais qui vous diabolise et qu'est-ce qui vous reproche? Ce qu'on me reproche essentiellement, c'est 2 choses. De dire qu'on n'a rien à opposer aux Français de confession musulmane et qu'il va falloir être autonome et entendre cette autonomie-là, c'est-à-dire c'est un discours de l'autonomie, de la responsabilité. Moi, je ne suis pas du tout pour le discours victimaire, je suis le discours de la responsabilité. Puis ensuite, je vais plus loin. J'interpelle les politiques sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions de justice, sur les questions d'égalité. Et puis ensuite, je vais encore plus loin et je pose des questions. On dit, vous n'arriverez pas à avoir un discours qui soit entendu si vous avez un double discours concernant ce qui se passe au Moyen-Orient, si vous soutenez des dictatures et que vous venez parler de démocratie, si vous vous taisez dans les massacres dans les territoires occupés et que vous venez demander aux jeunes de se calmer. C'est ça le problème aujourd'hui et ça on n'a pas envie de l'entendre. Puis il y a une dernière raison, elle va vous paraître très bête, mais c'est simplement de parler français comme un Français. Ça, c'est gênant pour certains Français qui ont toujours pensé que le colonisé parlait un français cassé et qu'on parlait pour lui. Eh bien, moi, je suis juste l'arbre qui cache une forêt qui est en train de venir, de citoyens français, de confession musulmane, qui sont français et qui parlent le français comme les Français et qui sont français.